compagnons de l'ordre raconté. Épisode 14. Bon narrateur, on s'y met? C'est parti. On attaque par où alors? La grotte, les cuisines, le bureau? Le bureau, mon petit bébert. Wally vient d'y passer la nuit et chercher les indices. Faut dire qu'elle est persuadée qu'il y a un lien entre la malédiction qui semble frapper les foyers de Fulmar Briscrane et les importants stocks de bois que lui vend la scierie Ronflard. Pas de malédiction, narrateur. Loup-garde n'a détecté aucune aura magique. Tiens, regarde. Justement la patronne des lieux qui arrive en tapant du talon. La clé cliqueta dans la serrure, précédant de peu l'entrée d'Agda Ronflard, qui s'affala sur son luxueux fauteuil et tira frénétiquement le cordon de velours relié à la cloche du couloir. Comme bon nombre de gens trop seuls, Agda réfléchissait tout haut, ce qui facilita grandement le travail d'observation de Wally. « Alors, il se dépêche ce feignant !» grogna-t-elle alors qu'elle venait à peine d'entrer. « Je vais le faire venir 3 fois ce vieux débris, ça lui matera les rhumatismes. J'ai mal au dos, il n'y a pas de raison que je sois la seule à souffrir. » Le vieux valet frappa à la porte, puis sur un ordre hargneux de sa patronne, entra en boitant, maintenant dans un équilibre parfait, un plateau préparé avec le plus grand soin. Thé brûlant, fruits luisants arrangés en une composition harmonieuse, jus d'orange frais et œufs cuits sur une fine tranche de jambon, tout, des tartines de pain légèrement grillées à la serviette impeccablement repassée, inspirait le respect avec lequel le plateau avait été préparé. « Alors Gustave, on roupille? Posez ça là et disparaissez !» « Bien, mademoiselle, » s'excusa le vieux serviteur en se retirant sans bruit et en refermant la porte dans un souffle. « Merde, celui-là est toujours aussi parfait !» crachota Agda à la bouche pleine, avant de s'acharner à nouveau sur le cordon de la cloche. « Mademoiselle » interrogea respectueusement Gustave en se précipitant de son mieux. « Le thé, trop chaud !»« Je vous en rapporte un tout de suite » s'empressa le malheureux, avant de disparaître pour la 2e fois. « Je vous en rapporte un gna se moqua la mégère avec un rictus hideux. « Lopette !» Quand elle eut terminé son petit déjeuner, Agda actionna une nouvelle fois la cloche, suscitant, une fois encore, l'apparition du valet, aussi arthritique qu'imperturbable. « Terminé! Débarrassez-moi ça !» cracha-t-elle. Le pauvre Gustave s'exécuta et disparut une fois de plus, mais pas pour longtemps. La maudite cloche lui fit une fois encore douloureusement gravir les escaliers de pierre. Agda poussa du pied la tasse en porcelaine fine qu'elle avait dissimulée sous son bureau, juste avant l'entrée de son souffre-douleur. « Alors Gustave, on nous oublie à moitié en route ?»« Et non, c'est cassé, je vous retiendrai ça sur votre paye » aboya-t-elle avec un sourire sadique, en voyant le vieil homme se plier avec une grimace de douleur. « Faudrait pas que ça devienne une habitude !» Du haut de son armoire, Wally, dont les effluves torturaient l'estomac, écumait d'indignation devant le comportement de la tortionnaire. Agda passa la journée à éplucher ses comptes et à maudire la terre entière. Pestant à chaque page, elle fustigeait les chefs d'équipe qu'elle convoquait volontairement au moment des pauses ou des repas. Alors qu'approchait l'heure du dîner, une ravissante jeune femme fit son apparition après avoir craintivement frappé à la porte. La tenue de contremaître dont elle était affublée ne parvenait pas à faire disparaître sa beauté naturelle. « Ah, Ondine, pas trop tôt. Alors ce rapport, ça vient ?» Ondine, mal à l'aise, se dandina d'un pied sur l'autre. Henri Grappy est encore allé à l'infirmerie pleurer dans les jupes de la cantinière. Quand il en est ressorti en fin d'après-midi, il riait comme un démon et dansait en marchant à reculons. « Parfait, je lui décompte sa journée. Est-ce qu'il avait bu ?» gronda la patronne d'un air menaçant. « Je ne sais pas » s'excusa Ondine en reculant terrorisée. « Petite parbèche, je ne vous ai pas accordé ce poste de contremaître et la meilleure chambrée pour que vous me déceviez. J'exige des rapports clairs et précis de tout ce qui se passe dans votre secteur. Je veux connaître le moindre ragot, la moindre entorse au règlement, c'est clair ? » Oui, mademoiselle. Et la nouvelle, elle est comment ? Pas très futée et un peu timorée. Mais comme elle est plutôt cruche, elle me sera très utile pour me rapporter tout ce qui se passe dans les cuisines et me faire un compte-rendu de tout ce qui est distribué de trop aux hommes. Votre période de congé en dépend. Si vous me loupez ce coup-là, je vous la colle en plein hiver. Vous trouverez moins pratique pour aller voir votre famille de débiles. Quand Ondine eut quitté le bureau, Agda resta un moment à le fulminer toute seule. Ça m'énerve. J'ai fait confisquer tous les outils enchantés de ce sale nabot, j'ai interdit l'alcool, je suis venu à bout de ces foyers à charbon, et j'ai encore de la viande soule qui traîne dans mes ateliers. S'il me rapportait pas autant avec le bois que je lui vends, je lui ferais empoisonner cette vermine. Wally ouvrit tout grand les yeux, et dut se retenir pour ne pas bondir de joie. J'en étais sûr, c'est bien elle, plus qu'à trouver comment elle s'y est prise. Mais avant, il faut absolument que je parle à Éoliel.
Dans la cuisine en effervescence, où se préparait le repas du soir, Éoliel concocta un élixir de joie. Cette opération, qui lui prit une bonne demi-heure, aboutit à la mise en bouteille d'un liquide rose bonbon dont le goût évoquait un mélange d'ananas et d'épinards baignant dans l'huile à friture. Une goutte d'un demi-verre de n'importe quoi, claironna Éoliel toute fière. Erda souleva la fiole de liquide coloré à hauteur de ses yeux et contempla songeuse les reflets du soleil qui y dessinaient des arabesques. Eh ben, drôle de couleur quand même. Je vais aller tester ça sur mon dépressif, tiens. Au moment où l'imposante chef des cuisines allait tourner les talons, un bruit de tissu froissé et un flash de lumière violette, à peine perceptible, la firent se figer sur place. Wally apparut comme par enchantement derrière Éoliel qui sursauta en poussant un cri d'effroi. Erda s'empara à la volée d'un jambon entier, qu'elle leva à 2 mains au-dessus de sa tête comme une massue. Lisa, une jambe en avant, tel un escrimeur aguerri, brandit une gigantesque louche dont le contenu sembla hésiter un moment avant d'aller s'étaler sur les pieds de Carline dans un splotch gluant. « Eh, mes sandales !» hurla la cantinière avant de faire basculer sur l'arête de son nez l'écumoire dont elle s'était coiffée en guise de casque et d'assonner sur le haut du crâne de sa consoeur un coup de poireau retentissant. La cantinière reprit sa position en garde, le légume plié en deux de façon comique. Wally, qui lui faisait face, éclata de rire devant cette fresque ahurissante composée de guerrières de la Boostify, armées de légumes et d'ustensiles de cuisine. Cette incoercible hilarité gagna l'ensemble des femmes, qui mirent un bon moment à reprendre leur sérieux. « Non mais sans blague, vous êtes qui ?» parvint à articuler à grand-peine Erda entre deux fous rires. « Je suis Wally, l'ami d'Éoliel. En fait, je suis venu vous avertir, il faut vous méfier d'Ondine. » « Quelle surprise !» lâcha Erda d'un ton ironique. « Et d'où tenez-vous cette cruciale information ?» Wally interrogea Éoliel du regard, et un simple battement de sourcils de sa complice lui fit comprendre qu'elle pouvait s'exprimer en toute confiance. « J'étais caché dans les bureaux d'Agda Ronflar, quand Ondine est venue faire son rapport sur vos activités. Elle vous surveille, et compte bien utiliser mon amie ici présente pour vous espionner en profondeur. »« T'en es sûr ?» s'exclama Éoliel choqué. « Eh ouais, elle a dit que t'étais tellement truffe que ce serait facile de te soutirer des informations sur ce qui se passe ici. » Pendant qu'Éoliel étouffait de rage et tapait du pied, Wally expliqua aux cantinières pourquoi elle et son ami étaient venus à Tronc-Bûche. Fulmar m'avait parlé de ses problèmes, mais j'ignorais que la vieille chouette en était à l'origine. Depuis qu'elle s'est retrouvée à la tête de la série, la vie devient impossible. Les employés sont malades, coupés de leur famille et sous-payés. Cette peste les a divisés en les montant les uns contre les autres. Le réfectoire est le seul tissu social auquel ils puissent se raccrocher. Et pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? De par sa position au sein de cette ville, qui est tout son univers, elle a toujours été coupée du reste du monde, et élevée dans la méfiance envers les employés. Il lui était défendu de lier la moindre intimité avec le personnel. Autant dire, pour elle, avec le reste de l'humanité, si tu veux. Cette solitude forcée lui a complètement pourri l'existence, et faut croire qu'à présent, elle se venge de sa vie médiocre sur tous ceux qui l'entourent. Finement observé, pensa Éoliel. Sous son apparence rude se cache une vraie sensibilité, finalement elles sont super ces filles. Ici ils trouvent des mères, des confidentes, parfois des amantes, gloussa Lisa en rougissant. Ouais, des catalyseurs de rêve qui les aident à tenir le coup en tout cas, conclut Carline, le menton appuyé sur ses poings. Bien, poursuivit Erda. Je crois qu'à nous 5, on va pouvoir résoudre pas mal de problèmes. Pour l'heure, je vais m'occuper du petit père Grappille. Ensuite, on termine la tambouille et on voit ce qu'on peut faire ce soir, après le repas. Oui, il est grand temps que je file, décréta Wally, avant de reprendre sa forme animale préférée. J'ai repris forme humaine et ouvert la fenêtre du bureau pour vous rejoindre. Je rentre avant que quelqu'un ne s'en aperçoive ou qu'un courant d'air ne pète un carreau. Une fois regagné l'abri de son armoire Mirador, Wally réalisa avec horreur, au moment où elle croquait à pleines dents dans un gros papillon de nuit, qu'elle avait oublié de se restaurer dans la cuisine. Ah, saloperie d'insecte! Je me suis encore fait avoir! Un couinement suraigu, émanant d'un coin sombre, la fit se retourner. Wally se retrouva face à une boule de poils hirsute, d'où émergeaient 2 yeux qui la fixaient d'un regard lubrique. Ah, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Une autre chauve-souris, un peu plus grosse qu'elle, avait profité de la fenêtre ouverte pour se glisser dans le bureau. Le mâle, surexcité et visiblement très déterminé à engendrer une nombreuse créature, vint se coller contre Wally avec l'intention manifeste de lui faire découvrir les joies de la procréation. « Mais ça va pas la tête, lui! Dégage !»« Ah la vache, je maîtrise métamorphose seulement depuis le niveau 2, du coup j'ai pas l'option langage. Mais barre-toi !» Loin de s'exécuter, le mâle en rut prit cette fuite pour un jeu amoureux et poursuivit avec assiduité cette providentielle femelle à travers tout le bureau. « Mais il va pas mâcher ce maboule, c'est pas vrai! Vite, une idée! Devant le regard incrédule du Don Juan, l'image de Wally devint soudain trouble, auréolée d'une lueur violette, avant de réapparaître avec une netteté dont il se serait bien passé.
En effet, l'appétissante femelle au reflet mordoré, qui l'avait fait frémir d'envie un instant plus tôt, s'était métamorphosée en quelque chose d'épouvantable. Sous le joli corps au pelage de velours, avaient poussé 2 invraisemblables pattes de dinde, roses et jaunes, démesurées, qui donnaient à l'ensemble un air d'autruche à la Picasso. Et comble de l'horreur, la magnifique petite face, au museau oursonnesque, s'était transformée en une tête de poisson aux lèvres libidineuses. C'en fut trop pour la santé mentale du représentant mâle de l'espèce, qui roulant des yeux complètement dingues se mit à voler en tous sens, renversant tout sur son passage et brisant dans sa fuite un des carreaux de la fenêtre. Pendant ce temps, dans l'antre de Fulmar Briscrane, une créature massive, 3 nains, un militaire et un sorcier nécromant s'étaient mis à l'ouvrage pour essayer de résoudre l'énigme de la malédiction des foyers. Rohr et le capitaine, suivant les indications du forgeron, démontèrent la chaudière de la machine à vapeur. Pièce par pièce, après quelques heures d'effort, la superbe invention du nain se retrouva étalée dans la vaste salle. Chaque morceau fut scrupuleusement décapé, astiqué, lustré, et quand il le fallait, enduit de graisse de graphite. Les éléments, prêts à être remis en place, furent placés dans l'atelier, bien à l'abri de la poussière noire qui avait envahi la chambre de chauffe. Lougar, confortablement installé sur une pile de sacs de toile, s'était équipé d'un calepin et d'un crayon avec lesquels il faisait semblant de prendre consciencieusement des notes. Profitant du nuage de suie provoqué par les nains, partis frotter à la brosse à poil dur le conduit de cheminée du foyer de forge, le nécromant soudoya en douce un gnome qui lui apporta une chope de bière. Les opérations de démontage, de nettoyage et d'exploration des divers conduits prirent au groupe, enfin à la plupart du groupe, une bonne journée et demie. Durant ce laps de temps où chacun s'acharnait à essayer de résoudre cet épineux problème, les gnomes acheminaient de la nourriture ainsi que des bocs de bière très allégés. Les petits personnages semblaient reprendre du poil de la bête d'heure en heure. Curieusement, leur apparence paraissait elle aussi évoluer, mais dans une étrange direction. Le premier à s'en rendre compte fut Stirlord, qui s'esclaffa en voyant se dandiner derrière son chariot chargé de victuailles un gnome dont la chevelure, rassemblée au sommet de son crâne, formait un palmier à la base lié par un cordon jaune poussin. À chaque nouvelle apparition, les petits serviteurs portaient des tenues et surtout des coiffures de plus en plus extravagantes. Les effets diurétiques dus aux quantités de bière que Lougar ingurgitait clandestinement pour agrémenter ses longues heures de paresse le forcèrent, n'y tenant plus, à se lever pour aller soulager sa vessie. Étirant ses muscles ankylosés, il se dirigeait d'un pas nonchalant vers les latrines lorsqu'un picotement familier lui chatouilla le bout des doigts. « Bah elle est forte celle-là. On dirait qu'il y a quelque chose de mort depuis pas longtemps ici. » Promenant ses longues mains à l'horizontale autour de lui, le nécromant chercha à définir l'emplacement exact du cadavre dissimulé à sa vue. « Hé, qu'est-ce que tu fous, Lougar? T'apprends à nager? »« Chut! Mais quoi, chute? Tu vois, à force de glander, t'es en train de te transformer en porte-manteau, c'était fatal. »« Ouais, ou en épouvantail, remarque, il a déjà la tenue. Allez, laissez-le, vous voyez bien qu'il déploie une énergie considérable à chercher un endroit où vous piller. Ah. Mais chut, je vous dis, bande d'andouilles, il y a quelque chose de mort là-dessous. Et c'est quelque chose de grand, ou alors de très nombreux. »« C'est rigoureusement impossible, ça, mon gars, décréta Fulmar. C'est de la roche sous nos pieds. C'est une épaisseur considérable. S'il y avait une cavité, je l'aurais senti, même si elle avait été comblée. Et moi, je vous dis qu'il y a des tas de morts dans cette pièce, s'obstina Lougar en décampant au pas de course. » En voyant leurs coéquipiers s'enfuir en courant, les autres membres du groupe bondirent sur leurs jambes, sans bien comprendre où était tapis le danger. « Eh, mais pourquoi tu te tires, brailla Stirlord en bondissant à sa suite. Ils vont nous attaquer? Non, mais si je me grouille pas, je vais me pisser dessus, répondit la voix rigolarde du nécromant déjà loin. Lorsqu'il fut de retour, Lougar, les yeux fermés pour mieux se concentrer sur les sensations qui guidaient son instinct, parcourut la salle de chauffe de long en large pendant des heures. Pendant que ses compagnons épuisés somnolaient, affalés çà et là dans des recoins crasseux, il chercha sans relâche à déterminer d'où pouvait provenir le fourmillement des milliers d'âmes perdues dont il ressentait la présence. J'ai une idée, pensa-t-il, nullement déconcentré par le ronflement de ses amis. Puisqu'il se cache, je vais en ressusciter. De toute façon, je cours héroïquement aucun risque, vu que je les tiendrai sous ma coupe. Je vais vous faire sortir de vos cachettes, bande de petits malins. Vous allez voir qui est le maître. Et hop, la suite au prochain épisode. Je crois que c'est gentil de couper comme ça, en pleine intrigue. Puis d'abord, qu'est-ce qui va nous sortir, le nécromant? Peut-être un petit bébert, tout sec. Ou alors un croisement douteux, genre mi-gnome, mi-bébert. Oh, mais je rêve. On devrait décider de la suite tous les deux, tiens, un coup sur deux. Non, c'est moi le chef, c'est moi qui décide. Que moi. C'est pas long. Ouais, pleure pas, mon petit bébé, viens voir un coup.